là, en ce moment, on se lève le matin en se disant que si ça continue, dans 3 mois, on n'a plus de scooter, on n'a plus de société, on met la clé sous la porte. Et ça commence à être difficile à vivre. Victime de vols en série, ce gérant d'une entreprise de location de scooters est à bout. C'est un signal de détresse pour cet entrepreneur qui déplore des millions de francs de pertes. La société propose un service très demandé à Tahiti. Il sera désormais restreint. Dans cette édition, nous parlerons également du bilan énergétique de la Polynésie en 2022. Le pays a de grandes ambitions en matière de développement des énergies renouvelables. Parmi les acteurs phares de cette démarche, EDT, représenté sur notre plateau par son président-directeur général Didier Pouzou, est l'invité de la rédaction. Puis nous irons à Mahina, dans la baie de Matavai, où les habitants s'inquiètent de l'érosion du littoral. Les fortes houles des derniers jours n'ont fait qu'accentuer leurs craintes. Coup dur pour la start-up au scooter jaune, victime de vols en série. Les images de ces appareils mis en pièces et abandonnés ont fait le tour de la toile. Les interventions des forces de l'ordre ont permis d'arrêter quelques cambrioleurs en flagrant délit, mais le gérant, lui, craint de ne pas s'en remettre. Tauhiti Taunia Moussan, Veitiarenauta. Alexis fait partie de la dizaine d'employés qui gèrent la location des scooters électriques jaunes qui circulent sur Tahiti et Moorea. Mais après les nombreux vols de batteries et de scooters, sa foi en la responsabilité des usagers est ébranlée. C'est vrai qu'on essaye de promouvoir quelque chose sur le territoire en termes de mobilité, parce qu'ici la circulation c'est vraiment difficile. Et de voir ça saccagé par des personnes, c'est vrai que ça fout un petit coup au moral, quoi. Car depuis qu'elle a ouvert en mars 2021, la start-up n'a jamais connu des vols aussi importants. Depuis le 1er janvier, 9 engins ont été volés et retrouvés complètement désossés. Entre les câbles, les boîtiers électriques et les quelques 22 batteries, les pertes sont estimées à 5 millions. À ce prix-là, c'est tout le projet qui est remis en question. Et pour le gérant, aucun doute, le trafic de batteries lié au vélo électrique n'y est pas étranger. On sait grosso modo où vont les batteries et les scooters quand ça fait voler. Ils vont sur des vélos électriques qui sont modifiés. Et donc là, on a des rondes tous les soirs des gens de la société et on voit des groupes, on les croise, des groupes de gens en vélo électrique. Et là, j'ai un scooter qui est disponible juste devant. Le gérant avait pourtant installé des GPS sur ces appareils, ce qui n'a pas permis de dissuader les voleurs. Mais ce n'est pas tout. Les appareils n'étaient pas non plus assurés pour le vol. Donc non, les cyclos ne sont pas assurés pour le vol. Et en particulier sur les scooters électriques, il y a une méconnaissance des outils qu'il y a à l'intérieur du scooter et comment les assurer. On peut renforcer la sécurité, mais tant qu'on n'a pas des endroits qui sont sécurisés pour pouvoir laisser les scooters, je pense que ça sera pas pérenne comme modèle. S'il a déjà porté plainte et que des interpellations ont eu lieu, le responsable ne sait plus vers qui d'autre se tourner. Pas question pour autant de jeter l'éponge. Hello Scoot devra cependant renoncer à certains projets de développement, y compris au recrutement, et se contenter pour l'heure de remettre les carcasses en l'état. Du côté de Punaoia, la colère gronde chez les plaisanciers de la marina Taina. En cause, une hausse des tarifs à compter du 1er mars 2024, actée en Conseil des ministres. Selon l'Association des voiliers de Tahiti, certains loyers seront ainsi multipliés par 5. Réaction et explication dans ce reportage d'Esther Parocordette. Stéphane vit sur son voilier depuis plus de 20 ans. Il prévient les locataires que le loyer va augmenter. Qu'on passe à un tarif qui était assez bas, c'est vrai. Donc on payait à peu près 15 000 francs par mois sur la bouée. Et on passe du jour au lendemain sans nous prévenir, sans rien dire, on ne sait pas pourquoi. Il y a une loi qui passe et on passe à 74 000. Donc ça fait une augmentation de quasiment 400% et quelques, ce qui est complètement aberrant pour nous, quoi. L'arrêté du gouvernement va multiplier par 5 le loyer des voiliers, ce qui fait qu'un loyer qui payait à peu près 20 000 francs va payer à peu près 100 000 francs. On a vraiment une stigmatisation des voiliers, multiplier par 5 c'est un message très clair pour leur dire on ne veut plus de vous.
C'est le branle-bas de combat pour les plaisanciers, même si l'augmentation officielle n'est pas aussi importante. Le tarif mensuel d'amarrage pour les navires monocoques habités est majoré de 250% et 150% pour les multicoques habités. Le port autonome rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs depuis 18 ans et que la hausse n'est pas multipliée par 5 mais par 3. Il assure que son objectif n'est pas de chasser les locataires permanents. Ce n'est pas de faire partie, c'est le conseil d'administration considère qu'une marina, c'est fait pour accueillir des bateaux et les faire circuler. Il y a des bateaux qui ne trouvent pas de place dans les marinas, il y en a qui sont là depuis des années. Donc le conseil d'administration dit, moi je chasse personne, mais les gens qui veulent habiter à demeure dans une marina, ils vont payer un peu plus cher que les gens qui passent. Tout a augmenté, sauf pour les bateaux de moins 24 pieds. Les nouveaux tarifs restent cependant moins élevés qu'à Nouméa, ajoute le port autonome. La mutation du secteur polynésien de l'énergie se poursuit. En 2022, le développement des énergies renouvelables s'est concrétisé avec l'arrivée du SWAC au CHPF, le lancement de grands projets de fermes solaires à la presqu'île ou encore de la mise en place en service de l'unité de stockage Putu-Uira. Pour autant, la Polynésie resterait extrêmement dépendante de l'extérieur. Avant d'en parler avec notre invité, le président directeur général d'EDT, je vous propose de faire le point dans ce reportage. Éloignée des grands pays et isolée sur la carte, la Polynésie française reste énergétiquement dépendante à plus de 92% en 2022. Son approvisionnement se base sur les ressources fossiles importées et sur les ressources locales valorisées, comme l'hydraulique, le solaire et le SWAC. En 2022, la consommation d'énergie primaire, donc l'énergie brute avant transformation, s'élève à 334 kilotonnes équivalent pétrole, avec une forte prépondérance des énergies fossiles. Plutôt encourageant, le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique augmente à plus de 7% en 2022. En 2022, une chose qu'il faudrait marquer, c'est la production d'électricité, par exemple, c'est la production d'énergie renouvelable, et qui était très élevée, c'était la plus élevée de la décennie, et c'était grâce notamment à l'hydroélectricité. Et comme chaque année, les transports restent le secteur le plus énergivore. Il représente à lui seul 54% de la consommation d'énergie primaire, soit 13% de plus qu'en 2021. Un chiffre qui peut s'expliquer par le rebond post-Covid. Sur 377 millions de litres d'hydrocarbures importés, 217 millions ont alimenté les réservoirs en 2022. C'est aussi le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre. Il représente donc un enjeu politique majeur et une priorité du plan climat 2022-2030. Moi, je milite surtout pour des actions plus politiques, en fait, et essayer de soutenir le développement de pistes cyclables, par exemple, sécurisées, pour qu'on puisse se déplacer à vélo en famille et que ça soit agréable. Pareil, ça peut être le développement d'un vrai transport en commun en site propre, c'est-à-dire qu'à ses voies dédiées, et qui permet d'avoir une fiabilité, qui permet de ne pas être coincé dans les bouchons. Sur la question des déplacements en avion, nous, par contre, on privilégie les déplacements dans les îles et donc le tourisme local, parce que les petits avions qui vont dans les îles ont un impact beaucoup moins important d'un point de vue carbone que les gros avions qui vont à l'international. Des pistes d'amélioration qui pourraient faire l'objet d'actions budgétisées si la volonté politique le décide. Un prérequis qui paraît nécessaire pour atteindre l'objectif affiché du plan climat, soit la réduction de l'empreinte carbone du Polynésien d'ici 2030. Et on enchaîne en plateau avec le président directeur général d'EDT, principal producteur d'énergie renouvelable au Fénois, Didier Pouzou. Bonsoir. Bonsoir Yorana, Tena. Alors, vous occupez le poste depuis août 2022, après une carrière à la Lyonnaise des eaux du groupe Suez. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez commencé à la tête d'EDT ? Quand on m'a proposé de venir occuper ces fonctions, j'ai trouvé le projet passionnant. Un pays qui avait une vraie volonté d'accentuer sa production d'énergie renouvelable, de réduire les consommations. Et effectivement, le plan climat qui m'avait été présenté a attiré toute mon attention. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de relever ce défi aux côtés du pays. Nous sommes vraiment le partenaire du pays sur cette transition.
Alors, la Polynésie, comme le reste du monde, est dans une démarche de développement des énergies renouvelables, les énergies dites propres. En 2022, le taux de pénétration de ces énergies était historique, 36%, porté par la production hydraulique Maramanui. Concrètement, quelles sont vos ambitions à court et à plus long terme? Alors, à court terme, on va rester sur Maramanui dans un premier temps. Nous avons des projets d'augmentation de la capacité actuelle. Il n'est pas question de faire des nouvelles unités. Malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui. Ça serait compliqué de le faire. Par contre, d'augmenter la capacité de production de chaque barrage, de chaque centrale, ça, oui, c'est faisable. Alors, bien sûr, dans des manières modestes. Nous avons d'ailleurs un grand projet que nous avons présenté au Fonds de transition énergétique, qui est le projet dont beaucoup de gens ont entendu parler, qui s'appelle Code 95, sur la vallée de Papineau, de monter le barrage moyenne vallée de 10 mètres. Alors pas 10 mètres en hauteur, mais 10 mètres en altitude, de le déplacer pour qu'il ait 10 mètres de plus, ce qui permettra d'obtenir une production de 5 gigawattheures à peu près par an en plus. 5 gigawattheures, c'est 1%. Ça équivaut à 700 000 litres de gasoil qui ne sont pas brûlés par an. Donc c'est un vrai beau projet qui en plus continuera à l'aménagement de la vallée. Cependant, il y a un blocage. Alors, c'est pas un blocage, c'est que ce projet ne peut être réalisé qu'avec l'appui des financements publics. Donc c'est pour ça qu'on l'a présenté au Fonds de transition énergétique. Après, bien sûr, si ça allait plus loin, il y aura le système de défiscalisation qui viendrait aider à la réalisation de ce projet. On ne désespère pas que cette année, nous puissions fêter le démarrage de ce projet. On parle de l'hydro, mais EDT se positionne également sur le solaire. Tout à fait, Athéna. On a aujourd'hui donc créé une filiale qui s'appelle Itonui. Donc Itonui a été lauréate, comme deux autres sociétés, du premier appel à projet du pays. Et nous allons mettre en service, à l'horizon du milieu de l'année 2024, 2 fermes solaires pour à peu près 10 mégawatts au total. 10 mégawatts, ça fait 15 gigawattheures à peu près présentés sur l'année de production. J'aime bien rappeler que 15 gigawattheures, c'est à peu près 2 millions de litres de gasoil qui ne seront pas brûlés. Donc c'est bon pour la nature, c'est bon pour l'économie de la concession, et donc pour la maîtrise des coûts de l'énergie sur le territoire, sachant que nos deux confrères qui vont démarrer aussi dans l'année apportent à peu près la même chose. Justement, en parlant des coûts d'énergie, il y a quelque chose qui intéresse les téléspectateurs, c'est la facture d'électricité. Avez-vous des pistes pour diminuer cette facture? Alors, ce qui est important, c'est déjà de noter que aujourd'hui, la tarification en place et avec les volumes consommés ne permet pas malheureusement de couvrir les charges de production et de distribution d'électricité. Aujourd'hui, si le pays n'apportait pas son aide à travers le FRPH à un maintien d'un coût actuel, on n'y arriverait pas. Donc il y a 2 solutions, c'est qu'effectivement, où on fait en sorte de réduire notre consommation pour réduire la facture, et ça je pense qu'il y a des vraies pistes aujourd'hui, et on va travailler, on va beaucoup communiquer cette année, EDT va communiquer sur les bons gestes, les bons réflexes. On va aussi aller regarder un petit peu sur certains foyers modestes, comment on peut les aider à travers, et on y travaille avec le pays, à travers peut-être des aides. On réfléchit à la mise en place, comme en métropole, de chèques énergie. Alors, ce n'est pas encore en place, mais c'est un vrai sujet de réflexion avec le pays, de flécher nos aides, nos efforts sur les familles les plus modestes, et pas en faire profiter malheureusement tout le monde. On ne peut pas, puisque, encore une fois, la facturation ne permet pas de couvrir les charges. La réflexion est en tout cas engagée. Alors concernant les concessions conservées et perdues, on pense par exemple aux marquises. Quelle est la stratégie d'EDT sur la reconquête de celles-ci ou encore sur leur conservation? Alors les marquises ne sont pas perdues. Les marquises, on a re-signé au 1er janvier pour 20 ans. Par contre, effectivement, il y a certaines collectivités ont choisi, et on respecte complètement ce choix de reprendre complètement l'exploitation de leurs installations et la distribution. Donc on pensera à Romataille à travers la SPL et plus proche d'ici, Moorea avec son EPIC. On leur souhaite que ça se passe bien, il n'y a pas de problème. On souhaite d'ailleurs qu'ils n'hésitent pas à faire appel à nous dans un cadre contractuel. On ne peut pas venir faire les pompiers, on n'a pas les moyens, on ne peut pas sans contrat intervenir sur ces îles. Par contre, effectivement, on pourrait tout à fait envisager d'avoir un contrat et ça commencerait peut-être à initier ce qu'on aimerait bien développer au niveau du pays et au niveau
des îles et même de Tahiti Nord à l'échéance de notre concession, c'est plutôt un système de partenariat public-privé, c'est-à-dire la force politique pour les grandes décisions et le privé pour la technique et pour la réalisation des interventions. Et il y a la concession de Tahiti Nord, la seule rentable, qui arrive à échéance en 2030. EDT se positionnera, on imagine. Qu'arriverait-il si EDT n'était pas reconduit? Alors, tout d'abord, bien sûr que si consultation il y a dans un modèle ou un autre, hein, que ce soit une nouvelle concession ou que ce soit un partenariat public-privé, EDT sera candidate, bien sûr, et on espère que le pays nous refera confiance pour encore de nombreuses années. Si la décision venait d'arrêter, ça aura un impact social déjà sur l'entreprise. À savoir que EDT, c'est un peu plus de 500 salariés, donc ça aura un impact social sur ces salariés. Et puis, ça obligerait le pays à reprendre tout en main. Et aussi, je crois que derrière cette question, il y a l'impact économique sur une fin de concession. À une fin de concession, il y a ce qu'on appelle une indemnité de fin de concession qui couvre, pour expliquer rapidement, les investissements qui ne sont pas encore amortis à cette date-là. Et le pays devrait effectivement, ou le repreneur, devrait nous régler une ardoise. Donc aujourd'hui, on peut estimer à un peu plus d'une dizaine de milliards, mais ça va dépendre des investissements qui vont être réalisés d'ici la fin de la concession. Didier Poussou, une dernière question. On s'intéresse à vos employés, à votre entreprise. L'ancienne directrice commerciale Hina Delva est partie à la tête de l'OPT. A-t-elle été remplacée et y a-t-il d'autres mouvements au sein des directions? Alors tout d'abord, je tiens à dire que c'est avec grande tristesse qu'on l'a vu partir. Hina faisait vraiment partie de nos effectifs et des forces vives de l'entreprise. J'espère pour elle et je lui souhaite bien sûr de réussir, et je le souhaite d'ailleurs pour le pays et pour l'OPT, de réussir sa nouvelle mission. Elle n'a pas été remplacée, alors elle est remplacée en interne, c'est-à-dire qu'elle était directrice de l'agence commerciale et aussi de la communication. Elle est remplacée en interne il y a un mouvement de personnel, et par contre on va chercher un directeur pour remplacer sur d'autres fonctions la personne qui a pris sa place. Didier Poussou, merci pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maroulou. Dirigeons-nous maintenant vers Mahina, où la mer ronge la terre à vue d'œil. Les habitants de la baie de Matavai s'en inquiètent, notamment après la forte houle des derniers jours. Ils craignent de voir leur habitation tomber, arrachée par les vagues. Thomas Chabrol et Mérité Atto les ont rencontrés. Ces vagues font le bonheur des surfeurs, mais elles n'arrangent en rien la sécurité des habitants sur cette longue bande de sable noir. La baie de Matavai voit sa plage disparaître au fil des années. Denis Helm a grandi ici, un décor qui a aujourd'hui radicalement changé. Il faudrait reprendre, que le sable revienne comme elle était avant. C'était la plus belle plage de Tahiti, la plus grande de Tahiti. Maintenant, c'est la plus petite. À l'érosion naturelle du littoral s'ajoutent chaque année des épisodes de forte houle. La mer grignote la côte et enlève de plus en plus de sable au fil du temps. Comme on peut le voir sur cette photo prise en 1995, la plage était beaucoup plus large. La mer ne venait pas aussi près des habitations. Une trentaine d'années plus tard, cette maison risque de tomber. Il y a 30 ans, la personne qui a acheté, non, elle n'avait pas pensé. Elle n'avait pas vu ça. Elle a vu une belle plage. Elle était à 30 mètres de la mer. Donc pour elle, il n'y avait pas d'inquiétude. Mais il y a 30 ans, personne n'a enroché aussi plus haut. Et le fait que les gens commencent à enrocher, voilà les conséquences. L'enrochement, censé protéger l'habitation, n'a pas résisté à la forte houle de ce mois de février. Les propriétaires sont inquiets, c'est toute une vie qui menace de s'effondrer. C'est la première fois que cet habitant voit la mer venir taper le mur aussi fort. Autour, d'énormes volumes de plage ont disparu. Ça fait que là, de plus en plus, on le voit au niveau des arbres là, qui sont là depuis des années, c'est des grands arbres. Et ben là, la mer est tellement montée, c'est un niveau inédit. Là, il y a des premiers arbres qui sont tombés, d'autres qui sont sur le point de tomber. Ouais. Là, on essaie de se débrouiller par nos propres moyens. Le long du rivage, 12 enrochements ont été construits par des propriétaires pour se protéger des assauts des vagues, comme cela se fait souvent en Polynésie.
Mais cette protection n'est pas sans conséquence sur les mouvements naturels des stocks de sable, explique cette géologue. Alors il y a deux choses, il y a les conditions exceptionnelles, type les tempêtes qu'on vient de vivre, où là on ne peut pas faire grand chose, mais c'est un gros événement qui va modifier la plage, mais le sable ne va pas très loin. Alors après ensuite, dans les conditions normales, le sable va revenir petit à petit. La question c'est est-ce qu'on a modifié ces conditions normales? Si on a fait des épis, si on a fait des enrochements, si on a fait des murs où l'énergie est trop forte, le sable ne reviendra pas parce qu'il y aura trop d'énergie. Dans la baie de Matavai, 3 maisons risquent d'être emportées par les flots. Cet habitant craint que son mur de protection ne suffise plus à tenir son terrain. Il consolide comme il peut. On essaye de conforter en améliorant ou en prenant les... Mais en fait, tout était aux normes au départ quand ça a été construit. Malgré ça, ça monte de plus en plus, quoi. Mais pour freiner l'érosion et préserver la ligne de côte, sans forcément bâtir des murs de roche, il existe d'autres méthodes. Si on a déjà une plage sableuse, on peut la protéger avec de la végétalisation ou des mesures assez douces, type des choses qu'on fait assez peu, mais des boudins de géotextile pour freiner les vagues. Mais souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est une question de pression foncière, c'est de faire des lignes cadastrales toutes droites et donc d'y mettre des murs, des enrochements. Et là, on perturbe le système. Pour ces propriétaires terriens qui ont toujours vécu ici, une seule question se pose désormais, faut-il envisager d'aller vivre ailleurs dans un avenir proche? À Rangiroa, les vagues font le bonheur des participants de la Reiroa Horuwe. Dans des conditions qui ne changent pas, des grosses vagues mais un fort courant, les bodyboarders ont terminé leur premier tour ce mardi avant que les surfeurs ne prennent le relais. Les qualifiés pour le 3e round sont désormais connus. Le résumé de notre commentateur sur place, Davidson Bennett. Bonsoir Athéna, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Deuxième journée de compétition ici du côté de Avatoru à Rangiroa pour cette 3e édition de la Air Tahiti Reiroa Horuwe. Une deuxième journée de compétition qui a été réservée au round 2, un round donc de repêchage ce matin 7h30, de 7h30 à 10h pour le round 2 des surfeurs, le Surf Open qui s'est déroulé donc ce matin de 7h30 à 10h. Cette compétition a été arrêtée à 10h à cause de l'étale et le courant fort qui est venu quelque peu perturber nos athlètes. La compétition a repris sur les coups de 14h avec le round 2 toujours de repêchage pour les bodyboarders qui se sont illustrés avec un Jackie Houtia qui a réussi à nous faire des superbes vagues et revenir donc en haut de tableau et se placer pour le 3e round, ainsi que Nicolas Richard qui nous a fait la plus belle vague de la journée avec une vague notée à 9, un énorme tube que vous pourrez donc apprécier sur les images de Tahiti Nui Télévision. Demain se tiendra donc le round 3, mais nous ne serons pas en diffusion. Demain, nous reviendrons en diffusion en direct sur Tahiti Nui Télévision jeudi matin à partir de 7h30 sur la page Facebook de Tahiti Nui Télévision, sur le site de Tahiti Nui Télévision et sur le YouTube de Tahiti Nui Télévision, mais également à la télé. Et ça, ce sera pour les phases finales du surf, du bodyboard, du surf ondine féminin donc et du surf junior. On se retrouve donc jeudi. C'était Davidson Bennett depuis donc Avatoru à Rangiroa pour Tahiti Nui Télévision. Voilà, et le plus beau festival de magie de France débarque à Tahiti. Les stars de la magie se produiront ces vendredis 23 et samedi 24 février au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. 7 artistes originaires de l'Hexagone, d'Espagne et d'Égypte réunis sur une même scène pour vous mettre des étoiles dans les yeux. Magie scénique, manipulation, encore illusion et interaction avec le public. Les organisateurs promettent 1h30 de spectacle très rythmé. Au total, 5 représentations sont prévues ce week-end. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, Ciné Nui spéciale sortie de la semaine au grand écran, puis votre magazine sur la Coupe du Monde de Beach Soccer, suivi de votre divertissement Koh-Lanta. Très belle soirée à tous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.